Bonjour à tous, bienvenue aux intervenants, bienvenue évidemment au public qui est là pour cette table ronde. Donc troisième table ronde de VAP Expo 2024. Sur un thème particulier, on va parler des buralistes pour aussi parler des boutiques de VAP évidemment. On sait que c'est souvent des métiers assez connexes. Les buralistes ont beaucoup évolué depuis plusieurs années, ils ont vécu certaines transformations. Alors on va en parler, on va revenir là-dessus. Parce que évidemment ça peut vous concerner si vous avez des boutiques de VAP et puis de voir en quoi ça peut vous inspirer pour la VAP. Pour ça, on a 4 intervenants. Donc en partant de la droite, nous avons évidemment Johan Bernard qui est de la Confédération des buralistes, qui est consultant chez eux, notamment sur les histoires de transformation. Nous avons Philippe Alloz, qui est président de la Chambre syndicale des buralistes Île-de-France et membre de la Confédération nationale. Bienvenue. Nous avons aussi Didier Gonin de LGF Formation, buraliste, qui a aussi une boutique de VAP et qui est formateur sur le thème de la VAP. Et nous accueillons Rémi Baert de Cumulus, donc site de commerce B2B et B2C de la VAP, et qui ont aussi des magasins physiques. Entreprise cotée en bourse, sans doute une des seules de l'industrie de la VAP. Donc bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bien, je vous propose de rentrer pour bien comprendre ce sujet. On va d'abord parler de cette question de l'historique. Pour les buralistes, on sait qu'il y a eu des grandes transformations. Je crois notamment qu'il y a eu un plan de transformation subventionné par l'État. Je vous propose de nous éclairer un petit peu là-dessus. Philippe Alloz. Oui, effectivement, notre profession de buraliste est déjà un métier encadré. Et au-delà d'une aide, c'était plutôt un fonds de transformation qui a été mis en place par notre organisation de tutelle, qui sont les douanes. Et donc, on peut comprendre qu'au-delà des douanes, c'est les comptes publics. Comme vous savez, on porte un produit qui a vu naître la VAP au travers d'évolutions techniques, qui s'appelle le tabac, d'où notre mot buraliste. Mais il y a par évidence différents chemins qui se sont créés au travers de ce métier de revendeur de tabac d'un produit d'État qui font que, par la modification des modes de consommation, par la modification de la société, on est amené à consommer différemment des produits dits sensibles. Je fais une grande globalité parce que produits sensibles, on peut partir du tabac, on peut partir aussi de certains éléments de la VAP, mais on peut aller aussi sur d'autres sujets. Donc de tout ça, notre métier a bénéficié par son engagement. Il faut savoir que c'est une profession, comme je disais, encadrée. Par son engagement, l'État a mis à disposition ce fonds de transformation qui nous a aidés à nous retrouver pour... Alors, je vais peut-être parler de mauvaise façon de mon territoire, puisque je représente l'Île-de-France, mais nous a permis de nous réinventer au travers d'une consommation différente des acteurs, des consommateurs, et de nous représenter beaucoup plus de façon efficiente avec d'autres produits dans beaucoup de territoires. Voilà, ça a été un peu la première mi-temps de cette transformation. Nous sommes aidés, donc, comme je vous l'ai expliqué, par cet acteur qui est l'État. Pourquoi? Puisque nous avons un contrat de gérance qui lie à un commerce sur un produit d'État. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. On va peut-être, au travers du débat, pouvoir y rentrer et pouvoir dire pourquoi et comment. Mais on se retrouve maintenant avec des acteurs de la VAP où certains... pour moi, la transformation des buralistes a commencé quand la VAP a commencé à sortir, à arriver. Et cette transformation n'avait pas été prise par efficience par beaucoup d'acteurs buralistes. Pourquoi? Parce que c'était peut-être... le disque dur n'était pas le bon pour tous. Maintenant, ça a évolué. Ça a pu voir aussi que ce marché est en train d'évoluer chez les buralistes. Je pense que si on est là, et j'étais ravi de pouvoir être invité, c'est qu'on devient quand même de plus en plus, de façon efficiente, à être un acteur de la VAP. Voilà. Et si vous pouviez nous éclairer de manière peut-être assez terre-à-terre et assez concrète, en fait, quels étaient les nouveaux obstacles que rencontraient les buralistes ou les nouvelles difficultés? Et qu'est-ce qui a été transformé de manière très concrète à la suite de ce plan? Est-ce que c'est les produits qui sont vendus? Est-ce qu'on n'arrivait plus à vendre certains produits? Alors, malheureusement, j'aurais tendance à dire que ce produit encadré fait l'objet d'un monopole. Ce monopole est en train de se dilater juste sur ma région, et j'aurais que des chiffres de ma région. Je suis désolé, hein, mais je ne prendrai pas sur les chiffres nationaux, mais moi, dans ma région, sur le produit du tabac, on est attaqué à 40%. 40% de ce marché n'est pas chez nous. Voilà.
Donc ça, c'est un premier objet de transformation. Après, sur la transformation qui nous a été mise à disposition, il faut savoir que ce produit encadré nous a permis d'investir d'autres métiers. On a aussi investi un sujet qui était peut-être le sujet primordial de la VAP, c'est le schéma du service et du temps passé vis-à-vis du consommateur. On l'a fait sur d'autres. Entre autres, je me rappelle qu'on était à l'origine en Ile-de-France d'un produit que maintenant beaucoup de gens connaissent, qui n'est pas du tout en action avec ce qui se passe ici, mais qui était un vrai mode de service. On a créé un service bancaire chez les buralistes. Ça a été une success story. Ça a été la première transformation efficiente, plus que les moyens qui ont été donnés par l'État. Mais ça a mis en exergue le fait que les buralistes étaient en capacité de se transformer dans l'approche client. Voilà. Après, on peut parler de ce qui est puis mis en évidence. Nos produits sont calés, bien sûr, par un produit d'État. Je le dis et je le redis. De ça, ça nous a amené aussi des services qu'on est efficient à apporter dans le paiement de proximité. Avant, on vendait, on parle d'un temps que peut-être, bon, je suis d'un âge où j'ai connu, mais on vendait des vignettes. Ces vignettes étaient matérialisées. On est passé dans une ère de dématérialisation. C'est ce qui a révolutionné notre métier. On a des acteurs qui sont montés, qui nous ont mis des boutiques à des étagères à ne plus savoir où on mettait les produits. Donc cette dématérialisation nous a amené à nous transformer sur ce produit qu'on avait de façon matérielle, à arriver sur un produit dématérialisé. C'est toute l'évolution du métier de buraliste qui est arrivée. Depuis 4 ans, nous sommes en capacité économique d'être subventionnés, aidés, vous employez les termes que vous voulez, au travers de cette aide jusqu'à 30%. Donc je ne rentrerai pas dans toutes les différentes... le business model qui est efficient là-dessus. Mais voilà, tout ça a fait que notre profession est en train de tourner. La population de la profession aussi a changé. Nous retrouvons des acteurs qui ont peut-être plus l'âge que j'ai, en tout cas, avaient une perspective différente du métier du tabac. On a quitté le métier de débitant. On est arrivé sur ces modes de service qu'on s'est imposés. On est devenu efficient pour jusqu'à aller à créer un service bancaire. C'est une idée folle, hein. Je vous dis ça, il y a 12 ans, c'était quelque chose qui dépassait l'entendement des acteurs bancaires, enfin beaucoup de gens. Voilà, donc maintenant on est dans la VAP. On doit être justement ce vecteur de la VAP. Juste savoir que ceux qui se transforment, en tout cas les consommateurs qui se transforment, ils vont vers la VAP, mais ils sont d'abord chez nous. Donc voilà, on a eu des moyens économiques traités au travers de notre contrat. Maintenant, on doit continuer encore plus fort. Johan, vous êtes consultant sur ces questions de transformation. Est-ce que vous pourriez aussi nous donner votre lumière sur cette évolution récente ? Après, il y a quand même une donnée qui est importante dans les chiffres, c'est qu'on a plus de 10 000 buralistes qui sont dans des villes de moins de 3 500 habitants. C'est un besoin de se renouveler. Enfin, pour ceux qui font un peu le tour de France, on s'est rendu compte que les 3/4 des commerces avaient disparu. C'est un grand désert. Le bureau de tabac... peut se retrouver à vendre du pain, peut se retrouver à vendre de la presse, peut se retrouver à tout vendre parce que vous l'avez certainement vu maintenant, c'est des grands centres accords où tous les commerces sont au même endroit et puis les villes sont devenues des déserts. Donc ces buralistes accueillent de plus en plus de public et a dû s'ouvrir. Et surtout, ce qu'on oublie souvent, c'est que beaucoup de vendeurs sont dans des hypercentres. On a toute une population de buralistes qui se retrouvaient à répondre à des clients qui devaient faire 25 km pour aller acheter une fiole. Donc quand on a une demande tous les jours de gens qui te demandent si tu vends du liquide ou si tu vas t'y mettre, par ce maillage territorial très très dense et surtout dans des très petites villes, c'était un passage obligatoire, une transformation obligatoire. Merci beaucoup. Je rajouterai juste un point, je m'excuse Johan. Oui, au-delà de ça, on s'est marketé comme commerçant d'utilité locale. Alors ça a un sens où ça rejoint tout ce que tu disais, c'est les distances. Sur ma région, on a plutôt l'ambition d'être un commerçant d'utilité, local par évidence, mais aussi un drugstore du quotidien. Et le drugstore du quotidien, c'est toujours l'élément prépondérant qui doit nous faire durer, c'est le client. Et le client vient chez nous pour nous demander des informations ou une destination vers la VAP. Donc voilà, commerçant d'utilité locale se rejoint au travers d'un terme de drugstore du quotidien et par évidence, par rapport à nos attaches de métier, forcément on a ce client. Enfin, je pense que Didier rebondira 2 fois dessus, mais par évidence, c'est qu'une évidence, mais il fallait le dire et il fallait le faire. Quand vous parlez de drugstore du quotidien, de quoi on parle concrètement? De vendre un peu de tout, c'est une sorte de semi-épicerie, c'est quoi Didier?
Alors, semi-épicerie, j'aime pas trop le mot, pour être très franc. Ça dénote un peu le côté professionnel du coup de notre profession et du coup de tous les acteurs, j'ai envie de dire, de la réduction des risques. Aujourd'hui, je pense que l'objectif est d'aller chercher les 12 millions de fumeurs aujourd'hui qui sont en 2024 dans notre pays et que les acteurs buralistes comme les vape shops qui justement fédèrent autour de ce produit-là se doivent de se professionnaliser un maximum pour pouvoir justement... on parle de diversification, oui bien sûr, il faut se diversifier, proposer des choses à nos consommateurs, mais aussi aller les capter par la professionnalisation et aller leur montrer que finalement ils peuvent avoir confiance auprès de leurs débitants de tabac ou de je veux dire, de leurs complices finalement, hein, parce que c'est des personnes qui viennent chercher justement la nicotine dans la combustion, et on sait très bien que c'est la combustion qui aujourd'hui est dangereuse pour la santé, et du coup d'avoir un autre discours et une autre approche auprès de l'utilisateur, et de lui montrer qu'on est largement capable, et que ce soit dans un vape shop comme dans un bureau de tabac, de pouvoir accompagner nos clients dans la réduction des risques. Après, juste si je peux me permettre aussi, on n'a pas la même clientèle. Quelqu'un qui rentre dans un vape shop, c'est avec un projet, celui d'arrêter de fumer. D'accord ? On ne rentre pas dans un tabac pour arrêter de fumer. On rentre dans un tabac pour acheter des cigarettes, et l'offre qui commence à grossir, fait réfléchir le client. Et on le voit de toute façon sur la réflexion des shops qui nous disent « Ah ouais, mais les buralistes ont besoin de professionnalisation, moi je récupère pas mal de clients, ils n'ont pas su gérer les problèmes de SAV. » Bah voilà, c'est là où on se rend compte que en fait, le buraliste lui crée des vapoteurs, là où celui qui veut arrêter de fumer va aller se diriger vers un shop. Donc au final, on est un tremplin aussi bien pour les vape shops que pour les vapoteurs de manière générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait se dire qu'on ne compare pas, les buralistes ne sont pas les concurrents des vape shops. Ça serait un intermédiaire Pas pour le moi. consommateur. Il doit être complémentaire. Il doit être complémentaire pour la crédibilité de la vape, et encore plus aujourd'hui quand on voit les pays frontaliers hein, comme l'Allemagne ou comme la Belgique aujourd'hui qui ont déjà abordé la taxation, qui ont abordé toujours plus de prohibition quelque part sur cet outil, et qu'il faut absolument fédérer un maximum de personnes et de consommateurs aujourd'hui dans cette réduction des risques, et qu'il est urgent d'aller dans cette direction. Et qu'aujourd'hui, avec 12 millions de fumeurs, il y a de quoi faire sur le marché justement pour fédérer. Donc on s'intéresse évidemment à cette évolution des buralistes qui a intégré du service. Vous nous parliez, Philippe, des services bancaires et puis des drugstores, donc beaucoup de services en général. Si maintenant on se situe du côté des boutiques de vape, comment on peut s'inspirer de ça pour que les boutiques de vape aussi se diversifient? Parce que là j'entends que les buralistes peuvent en quelque sorte s'approcher du commerce de la vape. Et comment la vape, elle, peut aussi intégrer des savoir-faire ou peut-être un domaine de compétences des buralistes? Rémi. Je vais prendre la parole et je laisserai Didier probablement terminer mon propos. Le cas de figure n'est pas le même. On ne parle pas des mêmes activités, on ne parle pas du tout du même historique, puisque la filière du vapotage et les magasins spécialisés ont tout juste 10 ans, les buralistes ont des décennies, enfin, c'est selon moi pas du tout la même chose. Il y a probablement un besoin de transformation de la part des buralistes qui a été évoqué par ces messieurs ici présents. Je ne pense sincèrement pas qu'un vape shop ait un besoin particulier de se transformer, effectivement, de se potentiellement diversifier sur certains produits connexes aux produits du vapotage, dans une logique de réduction des risques, en reprenant les expressions qui sont chères à Didier. Ça peut effectivement être des nicotine pouches, ça peut effectivement être des produits liés au CBD, qui sont dans la continuité, parce que Johan disait quelque chose de très vrai, lorsque un consommateur pousse la porte d'un magasin spécialisé dans les produits du vapotage, la démarche est active. Il y a déjà cette volonté. Et donc le flux généré dans les magasins spécialisés n'est d'aucune mesure avec le flux généré au sein des buralistes. Et donc dans ce sens-là, je pense, en ce qui me concerne, qu'il y a plus une logique de spécialisation, justement d'étoffer de l'offre, de professionnalisation bien évidemment, mais ce sont des magasins spécialisés. Un magasin spécialisé doit être extrêmement spécialisé. Je rebondis sur un terme, il y avait la question de concurrence. Alors moi, j'ai jamais pensé que la concurrence était un gros mot ou quoi que ce soit. Et oui, je pense qu'effectivement, un bureau tabac peut être concurrent d'un vape shop, comme deux vape shops peuvent être concurrents entre eux. La finalité, c'est que si la concurrence est relativement saine et qu'elle bénéficie au consommateur final, elle a intérêt d'exister et elle sert à tout le monde. Donc oui, il peut y avoir une forme de concurrence. C'est absolument pas un problème en soi, sous réserve que l'ensemble des acteurs se posent les bonnes questions. La bonne question étant, qu'est-ce que j'apporte de plus finalement aux consommateurs, aux prospects, aux clients? Et l'avis qu'est le mien sur les magasins spécialisés, justement, dans une logique de
d'étoffer de l'offre, d'être capable de répondre à 100% de la demande du prospect, du fumeur, qui est probablement dans une démarche d'arrêter de fumer, qui rentre dans le magasin et de faire son métier de la meilleure des façons possibles. Rémi, chez Cumulus, vous avez donc plusieurs magasins physiques. J'imagine que vous avez ce souci quand même d'augmenter la visite de ces magasins, d'augmenter la rentabilité de l'entreprise. Qu'est-ce que vous proposez en interne, par exemple, pour essayer de faire croître ces magasins? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est une nouvelle approche du marché? Alors, premièrement, effectivement, il y a des magasins au sein du groupe que je représente, donc ce ne sont pas des magasins de Cumulus Vape, mais en l'occurrence de diverses de nos filiales, pardon. La stratégie qui y est appliquée est exactement celle que je viens de vous décrire. Une volonté de professionnalisation, à la fois sur le produit, à la fois sur le commerce, parce que nos amis buralistes, il y a quelque chose qu'on ne pourrait vraiment pas leur enlever, c'est que le sens du commerce, ils l'ont historiquement. Le buraliste, c'est quand même le commerce de proximité le plus visité de France. Il faut étoffer de l'offre, il faut se former, il faut être capable de répondre à l'ensemble des questions qui vont être posées par justement un fumeur qui est dans une démarche d'arrêter de fumer. C'est assez anxiogène en fait comme démarche, hein. Il y a nombreux d'anciens fumeurs ici. Enfin, c'est délicat d'arrêter de fumer. Donc il faut avoir la capacité de répondre aux questions qui nous sont posées et de disposer de l'ensemble des produits qui peuvent intéresser potentiellement ce prospect ou ce client et en fait la démarche de rentrer dans le magasin. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de produits qui sont quand même exclusivement chez les buralistes. Je pense notamment à la FDJ, la Française des Jeux. Peut-être qu'un jour, la question pourrait se poser d'ouvrir ce marché à d'autres types de magasins, notamment les vape shops. Comment vous approchez cette question, Philippe? Je ne suis pas en capacité de vous répondre. C'est comme bien souvent notre maillage qui est notre force et géré en interne en mode consultatoire. Le fait de retrouver d'autres points à efficience de reporter la Française des Jeux fait partie d'un maillage qu'on pourrait penser, imaginer. C'est peut-être la volonté de la Française des Jeux. Je sais que leur quotidien, à ce jour, et je ne parle pas en leur nom, je reporte juste leurs propos, est de retrouver leurs clients à moins de 5 minutes de leur lieu. Voilà, c'est le sujet. Je rebondis sur le fait des acteurs de la vape. Je pense qu'il y a une très grande complémentarité, comme vous disiez. Il y a à penser pour le client comment on l'affronte, nous, buralistes. Pour certains, ils sont efficients à s'être transformés en des vape shops. La grande majorité des buralistes n'en sont pas là encore. Il y a on va dire qu'on a une règle de 80-20 qui s'établit, qui s'élargit de plus en plus. Je pense que la complémentarité de la diversification qui peut se retrouver dans les vape shops est cette identification particulière à faire avec le client, que vous êtes, vous, en capacité de pouvoir l'appréhender dans la globalité des vape shops. Nous ne sommes pas encore à cette échelle, on y travaille. Et je pense que la complémentarité est justement de faire ce consommateur avoir une solution pour lui, qu'elle soit globale, dans son ensemble. Globale, l'approche n'est pas facile. Nous, on avait un terme débutant. Je revenais sur l'histoire tout à l'heure parce que c'est quand même un changement de culture pour nous en termes de, comme vous disiez, vous avez une antériorité d'une quinzaine d'années. Nous, on a une antériorité qui date, allez, je ne veux pas vous faire de l'histoire ancienne, mais c'est une histoire ancienne. Et nos modes d'appréhender les clients est différente, est en train de beaucoup d'évoluer. Donc la complémentarité va peut-être sur le sujet de la Française des Jeux. Je ne répondrai pas sur ce sujet. On est, nous, d'autant plus de représentativité d'une organisation professionnelle, à devoir mailler. C'est notre seule et unique volonté de bien poser notre maillage de buraliste. Parce que par rapport à ce produit, si je ne maille pas correctement en Ile-de-France, dans 5 ans, on va retrouver beaucoup de gens qui vont vous appréhender sur le territoire public. Donc ça sera un souci. Et ce territoire public sera aussi perdu pour les vape shops. Donc je ne mélange pas tous les sujets, mais c'est essentiel. Garder ce maillage, la complémentarité, dans un seul but unique de garder le client au travers de l'approche du client qu'on a pour nous. Donc voilà, je pense que les deux schémas sont complémentaires. Pour la Française des Jeux, je ne peux pas répondre à leur fait. Je suis consulté maintes fois pour essayer d'implanter dans des magasins, réseaux complémentaires, comme on nous présente la chose. Je n'ai pas de souci. En tout cas, on a une particularité, les vape shops et nous, c'est qu'on est dans des modes indépendants. La Française des Jeux travaille encore avec des indépendants, donc c'est plutôt constructif. Pour moi, en tout cas, c'est constructif.
Je vais juste répondre sur la partie magasin de vapotage, puisque je vais être sollicité. Sincèrement, je vais répondre pour dire que j'ai pas d'avis sur le sujet. J'ai juste du mal à imaginer qu'au sein d'un magasin spécialisé de produits du vapotage, on y vienne pour gratter un ticket de banco ou faire un flash au loto. J'ai sincèrement du mal à l'imaginer. En tant que consommateur, je ne me projetterai pas dans cette démarche-là. Alors peut-être que certains acteurs de la filière vape et des magasins spécialisés s'imagineraient à pouvoir en vendre. Je ne vois pas d'utilité et ça reviendrait à finalement se reposer la question de l'essence même d'un magasin spécialisé dans les produits du vapotage. Ce ne sont pas les mêmes activités. L'activité de Butyralis, est une activité qui est multiproduit, une activité de service qui a été décrite tout à l'heure. L'activité de vapotage est une activité de produits unique, en l'occurrence vapotage ou produits connexes dans la réduction des risques. J'ai cité le CBD et les pouches en l'occurrence. Il y aura peut-être d'autres produits dont l'amènement arrivera dans les mois qui viennent, de conseils, de spécialisation. Donc, mon avis qui est très personnel sur le sujet, j'ai du mal à imaginer de la FDJ dans les magasins de vapotage. Je rebondis sur le sujet, je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois que la FDJ a essayé d'aller chez les fleuristes, je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà. Donc, j'ai aucun jugement à avoir, j'ai juste à garder mon maillage. Je voudrais remettre encore une fois le consommateur. Le consommateur a une multiplicité de produits qui est en train de s'étaler, vous en avez cité quelques-uns. Comment on l'accompagne? La force des buralistes, on va se le dire, je le redis depuis tout à l'heure, c'est notre maillage. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on pourra garder notre consommateur sur d'autres produits et vous êtes donc, pour moi, à mon sens, complémentaires. Tant que la professionnalisation ne s'est pas faite à outrance chez les buralistes, on est complémentaires dans le sujet. Voilà. On garde ce consommateur et moi, je peux vous parler aussi du métier de buraliste sur le côté, le mauvais côté, c'est le côté de ce marché parallèle. C'est un vrai sujet. Je ne pense pas qu'il soit aussi efficient dans la vape qu'il peut l'être dans le tabac. Mais pour nous, c'est un vrai sujet de projection. C'est un vrai sujet de savoir qui va rester. C'est un vrai sujet au quotidien de tout ça. Donc voilà, notre histoire nous fait aussi porter les mauvais sujets. Par contre, notre histoire nous fait bien poser le maillage. Donc voilà, je répète souvent les choses, donc je le répète encore une fois, je pense qu'on est vraiment complémentaires à finalité du client. Oui, parce qu'après, en fait, un réseau et des vape shops sont différents. On commence à déjà voir une certaine diversification dans des vape shops. Moi, je suis à Meudon. Le vape shop en bas de chez moi fait du CBD, fait relais colis et fait téléphone portable. Enfin, il répare. Donc, en fait, c'est juste que eux vont pouvoir cibler un peu plus en fonction de là où ils sont. Quand tu rentres dans un réseau, tu t'attends à un maillage. Ce que je veux dire, c'est que les 3/4 des patrons de shop ont acheté leur première Segartex chez un buraliste. Oui, tout à fait, oui. Sauf que le problème, c'est que quand tu achètes chez un buraliste, et c'est là où la différence d'avoir un grand réseau, c'est que je te prends l'exemple du mec qui habite dans le 94, qui va voir sa petite copine dans le 92, il était tombé sur un des 100 buralistes de France qui faisait la Segartex, il lui achète ça, tu t'attends à le retrouver dans tout le réseau. Sauf que le mec, il se retrouve dans le 94, il ne retrouvera jamais ses recharges. Donc, on voit bien que quand on part sur un maillage territorial, les gens ont une attente des fois un peu différente de s'imaginer retrouver la même offre dans tous les tabacs de France. Chose qu'on a un peu moins peut-être dans des vape shops où éventuellement pour certaines marques on peut avoir comme par exemple un réseau de vape shop bien spécialisé qui a une centaine de boutiques, tu t'attends à revoir les mêmes produits dans les 100 boutiques quand tu te balades en France. Et c'est vrai que tu as cette attente-là dans les buralistes qui n'était pas possible en fait à l'époque du lancement de la vape. Didier? Alors, moi, je pense, pour repréciser un petit peu, alors je peux parler rapidement de mon expérience. Ça fait 10 ans que je suis buraliste sur la région lyonnaise, à Villeurbanne, avec 30% de contrebande clairement sur le tabac, donc une perte de clientèle certaine, j'ai envie de dire, sur le produit du tabac. J'ai aussi un vape shop juste à côté de mon bureau de tabac et mon centre de formation à l'arrière. Et aujourd'hui, je peux voir concrètement le comportement des utilisateurs et de l'addiction en elle-même. Et je pense que vraiment, pour revenir encore une fois sur cette professionnalisation, parce que je pense que l'urgence, elle est aujourd'hui pour nous tous, en fait, pour tous ces réseaux-là, et qu'on a une urgence que de s'unir justement pour voir les pouvoirs publics et de pouvoir être crédibles face au pouvoir public. Et être crédible, ça passe par la formation, ça passe justement par une unité de discours et une unité de parole qui nous permet justement de la crédibiliser au plus vite, et que cette urgence doit être plus que jamais immédiate, et qu'il faut absolument fédérer au maximum toutes les filières autour de ce même discours de réduction des risques.
C'est là l'urgence, à mon sens, pour après, une fois qu'on a capté notre client par la fidélisation, parce que du coup, justement, notre client a confiance en nous par les conseils qu'on prodigue et cette effective confiance qui va être pérenne, va permettre de fidéliser. Et une fois qu'on fidélise, oui, on va pouvoir proposer des produits de diversification, étant donné qu'à ce moment-là, notre sens commercial va jouer sur les ventes suggestives, les ventes moussées, les zones chaudes et zones froides. Pour ceux qui connaissent un petit peu le commerce et comment on doit orienter un petit peu nos magasins à l'intérieur. Et que justement, à ce moment-là, oui, on va pouvoir créer de la diversification, oui, on va pouvoir créer de la vente moussée, oui, de la vente suggestive, et oui, arrondir son chiffre d'affaires et l'augmenter, oui. Philippe et Didier, du coup, vous parliez d'un commerce parallèle, alors notamment pour le tabac, j'imagine, hein, c'est ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi des risques similaires pour la question de la vape? J'allais justement y venir. C'est un problème auquel nous allons tous être confrontés dans peu de temps, avec le bannissement futur probable dont on n'a pas encore la date effective, même si les choses se précisent d'ici la fin d'année. Pour tous les produits qui concernent la thématique des cigarettes électroniques à usage unique jetable. On a déjà aujourd'hui sur le marché tout un tas de produits qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. On en constate tous, on en voit tous. Ça ne va faire que s'empirer dans les mois qui viennent. Donc effectivement, on y est finalement assez peu sujet aujourd'hui dans les produits uniquement pro-vape. Néanmoins, au cours des mois à venir, on va y être beaucoup plus confronté et ça va être une vraie problématique. C'est une grande première pour les acteurs de la vape. Malheureusement, les buralistes ils sont déjà confrontés sur d'autres typologies de produits, à commencer par le tabac fumé. Donc il va falloir voir comment les choses se passent, mais ça va être un vrai problème. Ça va être un vrai problème et je pense sincèrement que l'envergure de ce problème va être très grande. Quand on voit la popularité aujourd'hui de ces produits à usage unique, quand on voit les volumes de vente réalisés sur le marché français, toutes marques confondues, on peut essayer d'imaginer ce que ça pourrait être et ça peut être un vrai problème, vraiment. Il y a une certaine rééducation en fait à refaire sur justement la réduction des risques par la vape et de pouvoir réexpliquer un petit peu ce qu'a besoin l'utilisateur par rapport à son système et d'avoir quelque chose qui lui correspond et que ça soit vraiment personnalisé. Chaque personne est différente, tout le monde a une addiction différente et une approche différente à la nicotine et du coup à la réduction des risques, parce qu'on sait très bien que c'est la combustion donc, qui pose un problème. Et justement derrière, cette unité doit plus que jamais être là. Et clairement, on va avoir des gens qui vont rencontrer une vraie problématique sur une habitude de vente, sur quelque chose de très facile, mais très dangereux. Donc du coup, effectivement, je rejoins Rémi sur ses propos sur ce sujet-là, oui. Je peux juste approuver sur le sujet, comme vous disiez, on est vraiment nous attaqués sur ce sujet. La normalisation de nos produits en commun doit être une force pour combattre tout ce sujet. Je rebondis sur le terme indépendant, on est des indépendants. Tant qu'à savoir, les VAP ont pris le train en marche parce que peut-être certains buralistes, comme je disais en amont, n'étaient pas connectés par rapport à l'approche qu'on devait faire vis-à-vis du client. Mais c'est essentiel de normaliser et d'avoir un produit similaire, encadré, pour pouvoir combattre ce fléau. Parce que moi, je peux vous dire que par contre, ça, c'est un fléau. C'est un fléau au quotidien pour nous commerçants. C'est un fléau de santé. Et ça, c'est un pan auquel on ne peut pas s'attaquer. Parce que la santé, c'est universel. Je pense qu'on est tous engagés sur ce sujet, pour chacun déjà, mais pour tout le monde. Donc un produit encadré, pour moi, est le meilleur argument pour pouvoir combattre, d'après ce que j'entends, ce fléau qui est déjà chez les buralistes et qui est en train d'apparaître dans les vape shops. Il faut encadrer tout et puis qu'on soit efficient sur le sujet. Donc sur le schéma du client, on est complémentaire. J'entends qu'on risquerait d'être complémentaire aussi sur le sujet du combat. Donc, d'où la question, évidemment, s'il y a un combat et si on est complémentaire dans ce combat à mener, quelles peuvent être les solutions? Comment ceux qui ont des boutiques de shop ou les buralistes peuvent se mobiliser? Quelles actions ils peuvent mener dans ce sens? Là, pour le coup, ça se mène à grande échelle et ça nécessite une prise de hauteur réelle de la part de l'ensemble des acteurs. Il y a des confédérations, il y a des fédérations sur l'ensemble des filières et l'ensemble des métiers qui doivent, j'imagine, se parler lorsque le problème est effectivement commun. Parce que ce futur et ce fléau qui nous attend, parce que je pense qu'on en a tous conscience et il va se passer quelque chose. Il va falloir anticiper le plus possible et tenter, dans la mesure du possible, de parler d'une voie commune, puisque aujourd'hui, force est de constater effectivement que les produits sont distribués au sein de divers canaux et que les problématiques vont être les mêmes.
À partir de ce moment-là, il va falloir s'unir, discuter, essayer de trouver les ressources et les solutions, et surtout croiser les doigts pour que les instances gouvernementales mettent en place les éléments de répression nécessaires. Mais aujourd'hui, quand vous ouvrez, je vais prendre un exemple, si vous ouvrez une chaîne Telegram, vous connaissez ce fameux réseau social un peu crypté, vous pouvez tout trouver dessus. Il y a peu de temps, vous trouviez uniquement, je m'excuse de le dire, mais des armes, du tabac, des faux chèques restaurants et des faux billets. Désormais, vous avez toujours des armes, toujours du faux tabac, de contrebande, toujours des faux billets, toujours des faux tickets restaurants, et vous avez aussi désormais des puffs de 6000 puffs qui viennent directement de Chine. On sait pas on n'a aucun contrôle qualité du produit, ça ne respecte aucune norme en vigueur, c'est surdosé en nicotine, ça dépasse toutes les lois en place. Donc on y est déjà confronté et il va falloir prendre, je pense, beaucoup de hauteur pour traiter ce sujet qui pour l'instant est un sujet mais qui par la suite peut devenir un vrai fléau. Didier, je pense que en fait tous les consommateurs qui ont accès aux différentes filières, en fait, différents canaux, justement, ont la conscience en fait d'aller vers une personne responsable qui justement va distribuer ces produits. Il ne faut pas oublier une chose, et beaucoup de personnes crient au loup, et j'entends souvent des vape shops crier au loup sur les buralistes, mais il ne faut pas oublier qu'une personne en fait, qui va acheter en contrebande n'aura peut-être pas la chance d'avoir une personne qui va fédérer autour de la vape derrière le comptoir. Et qu'on a l'habitude de voir justement nos consommateurs tous les jours venir consommer une addiction, et que cette addiction, on est finalement un petit peu leur coiffeur, leur thérapeute, ils se confient à nous très facilement, et qu'au lieu de laisser partir justement dans le canal de la contrebande, qui sera contre-productif dans tous les sens, hein, que ce soit sur la vape comme sur tous les produits alternatifs, eh ben, on va avoir quelque part une perte. Et je préfère me dire que oui, effectivement, un buraliste en conscience, formé, va pouvoir justement fédérer autour de la vape, et peut-être que ce consommateur-là va aller dans un vape shop derrière pour pouvoir retrouver son produit qu'il n'aura pas en étant dans le marché de la contrebande, qui nourrira juste un marché parallèle et qui nourrit le terrorisme en fait, tout simplement. Après, le problème, on va se le dire, il n'y a aucun dialogue. Clairement. On a une confédération des buralistes très puissante, on a un président qui va à Matignon minimum 2 fois par mois, et on n'a aucun dialogue avec les associations de défense de la vape. Et quand je dis aucun, c'est aucun, zéro. Donc c'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'on a, nous, la chance de pouvoir dialoguer avec les pouvoirs publics. On le fait régulièrement. Philippe s'y attache très souvent. Mais derrière, on n'y a rien. Surtout, la Confédération des buralistes défend les buralistes. Hein. On va pas faire de fausses démagogies. Mais aujourd'hui, ce que la Confédération des buralistes fait dans l'intérêt des buralistes, au final, va se servir à tous. Même si elle n'a pas fait dans l'intérêt de tous, elle va servir à tous. Parce que le but, c'est effectivement de mettre un frein à tout ça. Quand elle y va 2 fois par mois à Matignon, c'est pour dire ne bannissez pas les arômes. C'est pour dire ne nous taxez pas lourdement. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, elle le fait pour son réseau. Mais force de dire que ça servira à tout le monde. Je conforte Johan dans le fait, je fais partie de la Confédération, mais je conforte que le bon chemin est pris par la Confédération. Et par évidence, il faut aussi se poser un cas de société. J'ai parlé le premier de combat, on a un fléau, on emploie des termes, des mots qui vont dans un sens à reconsidérer le côté hygiéniste de notre société par rapport à ces produits qui sont des produits de grande consommation. Donc comment fait-on? Est-ce qu'on les pose de façon efficiente et on sait qui est blanc et qui est noir? Et comment on avance ensemble? Je pense que la Confédération le fait, entendu. J'ai parlé d'un grand acteur qui est la santé. Et comme je l'ai redit, je le répète encore, mais la santé, c'est une évidence pour tout le monde. Il faut que ça soit une évidence vraiment pour tout le monde. On est un acteur, on est l'acteur principal. Moi, je combats tous ces revendeurs à la sauvette, dernièrement avec différentes actions au terme de ma région, pour essayer d'être efficient, pas trop décadrer le sujet, bien le normer, pour être représentatif d'une revendication. Sauf que tous ces consommateurs se retrouvent dans la pampa, ils sont perdus. Et le seul acteur qui peut nous légiférer, c'est la santé. Alors je sais les combats que vous menez et ceux qui sont arrivés sous le schéma européen, la santé, c'est un sujet national. Ce n'est pas un sujet d'Européen. Par contre, c'est géré par l'Europe. Voilà, toutes les difficultés. Et l'action que la Confé mène a du sens pour essayer de trouver les bons terrains pour discuter. Voilà. Maintenant, devons-nous discuter un peu plus fort avec une organisation de la VAP de façon à pouvoir être cohérent sur le sujet? Je ne peux que vous rejoindre et je précise néanmoins que je milite personnellement dans l'entreprise uniquement pour une unité dans le dialogue. Nous ne sommes pas les représentants, nous ne sommes pas les élus des fédérations au sein desquelles nous participons. Néanmoins, l'avis qui est le nôtre, effectivement, une ouverture de dialogue avec des
des besoins et des problématiques communes face à un PNLT qui envisage le pire pour les consommateurs, puisqu'on a tendance au sein de notre entreprise à penser le plus possible aux consommateurs, bien évidemment. Et donc, effectivement, le dialogue est plus que jamais d'actualité. Je ne peux que vous rejoindre là-dessus. Un exemple qui situe, on nous fait sortir, nous, le tabac de nos échoppes, et on vous préconise de retourner sur le tabac chez vous, donc, enfin chez vous, dans les produits. S'il y a un sujet qui n'a pas de sens, pour moi, c'est ça. Mais bon, c'est que mon avis personnel. En étant buraliste, en le retrouvant dans le mode de tabac et pas de saveur, enfin bon, c'est... Voilà. On vous dit que des évidences, mais pour nous, c'est du bon sens. Il y a eu des mauvais choix de mots, c'est-à-dire que le buraliste, on lui a expliqué qu'il allait encadrer le tabac, mais il n'encadre pas le tabac, c'est pas la feuille de tabac qui est encadrée, qui fait qu'il y a 3 ministères de tutelle, c'est la nicotine qui se trouve dans le tabac. Sauf qu'on utilise le mot tabac, donc du coup la nicotine est toujours passée à côté, donc la nicotine en soi n'a pas un véritable encadrement, on encadre le tabac alors que c'est pas le tabac le problème, mais la nicotine. Enfin, le problème. C'en est pas un, la nicotine, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça. Enfin, c'est ça qui fait que nous avons 3 ministres de tutelle, mais c'est pas ça qu'on protège. C'est une globalité de produits sensibles, si je peux me... Voilà. Et on incorpore bien sûr la nicotine, mais quand je dis produits sensibles, vous les connaissez tous, on parle sur le CBD aussi, qui est un sujet. Donc, quel sujet plus décadré que celui-là? Donc voilà, c'est vraiment pour moi produits sensibles dans la globalité. Alors, je me permets, parce qu'en ce moment, donc, je vais voir plusieurs députés en fait, de différents horizons. Toutes les semaines, j'essaie d'en voir 2. Et je pense qu'il y a aussi à les former pour qu'ils puissent comprendre aussi au sein de l'hémicycle, dans toute sa globalité, de pouvoir comprendre ce produit. Et déjà, la pédagogie doit aussi aller vers les politiques et qu'on puisse aller les rencontrer justement pour leur expliquer ce que c'est. Et c'est aussi mon job en ce moment, en tout cas, sur chaque semaine qui passe, en tout cas, pour les rencontrer. Ouais. Et du coup, vous sentez chez eux une réceptivité à ces sujets et une capacité à bouger sur les lignes? Oui, ça commence à bouger. On sent une écoute qui commence à arriver. Alors après, les enjeux géopolitiques d'aujourd'hui et de l'Union européenne, on a les élections européennes bientôt, hein, donc un peu difficile d'avoir des discussions avec eux en ce moment. En tout cas, l'ouverture, enfin, il n'y a pas de fermeture aujourd'hui, hein, très clairement. J'aimerais peut-être qu'on revienne sur le sujet principal, hein, qui était quand même les webshops, peuvent-ils se diversifier? Là, on a creusé plutôt le cœur du sujet, c'est-à-dire le cœur d'activité avec cette question de la réglementation, de la santé, cette question du rapport au pouvoir public. Si là, il y a quelqu'un qui a un webshop ici et qui nous écoute, qui lui se demande peut-être, ayant intégré tout ça, comment je peux toucher un nouveau public ou un public un peu différent? Est-ce que d'ailleurs je dois le faire? Comment est-ce qu'on pourrait synthétiser notre discussion, Rémi? La question, elle est compliquée parce que j'y ai répondu, donc je ne suis peut-être pas celui qu'il fallait inviter, mais je pense qu'un webshop ne doit pas chercher à se transformer. Je pense sincèrement qu'il doit continuer à se spécialiser, qu'il doit justement proposer éventuellement d'autres produits connexes dans la réduction des risques liés au tabac fumé et continuer dans cette direction-là, d'étoffer son offre. Je pense sincèrement pas, je suis navré. Pour le coup, ça alimente pas beaucoup le débat, mais je ne pense pas, je ne peux pas imaginer qu'un webshop se lance dans des typologies de produits qui n'ont absolument rien à voir avec la démarche initiale du consommateur qui pousse le pas de la porte, qui est une démarche pour arrêter de fumer. Je suis relativement d'accord avec Rémi. Je pense que l'urgence, c'est justement que tout le monde soit crédible dans la réduction des risques sur ce sujet-là. Et qu'on arrête de sacrifier justement les acteurs responsables aujourd'hui, et j'en connais nombre qui aujourd'hui fédèrent autour de la réduction des risques par des bons process et du bon accompagnement, et qu'aujourd'hui il faut arrêter de vendre du liquide, mais je pense qu'il faut vendre un accompagnement et vendre une confiance. Alors moi je suis plutôt pour la transformation de ma profession. Comme je vous disais, je mets au cœur de notre réactivité le client, parce que par évidence, comme on se l'est dit depuis tout à l'heure, ce client, il ne sort pas de notre spectre, entre guillemets. On a un accompagnement sur le sujet santé. On a parlé aussi des côtés déficients qui sont tous ces marchés qui nous entourent. Donc pour moi, oui, bien par évidence, en tout cas pour les buralistes, il y a un schéma de spécialisation qui n'est pas toujours facile à optimiser. On n'est pas encore dans l'optimisation de notre réseau de buralistes sur les webshops. Donc vous avez été et vous êtes l'exemplarité de pouvoir accompagner un client, et sur la totalité du réseau des buralistes, on n'en est pas à cette échelle encore, mais on y travaille. Ça fait aussi un pan de notre transformation. Donc pour nous, on en est
on va dire, ravis, malheureusement ou heureusement, mais on en est ravis. Johan? Je suis un consultant, donc j'ai pas une vue très romantique de la chose, dans le sens où la transformation se fait en fonction de ton besoin. Le vape shop qui perd de part de marché, va faire 7-8 000 € par mois, bah, il va devoir lui faire une étude de marché pour voir éventuellement sur quoi il va pouvoir travailler. C'est très compliqué de... Enfin, selon moi, ça reste un commerçant. Qu'il soit un vape shop ou un tabac, ça reste un commerçant. Donc tu fais un peu avec besoin. Enfin, la bonne charité de mon cœur. Bon, c'est pour ça, moi, que je disais le vape shop en bas chez moi, il avait beaucoup de mal à vivre de la vape, donc il s'est mis à faire des colis, je pense que c'était pas vraiment ce qu'il souhaitait. Mais malheureusement, c'est voilà, c'est le besoin qui a créé cette diversification. Donc après, certains shops en auront besoin, d'autres pas. Tout ce qu'il faut le faire, c'est le faire avec intelligence, pas faire exactement ce que fait le voisin, au même titre que quand j'aide un buraliste à installer dans la vape, l'idée, c'est pas d'essayer de reproduire ce que fait le voisin et d'essayer d'aller forcément lui voler ses parts de marché. C'est d'essayer d'aller travailler autrement. Donc si le vape shop a besoin de se diversifier, qu'il le fasse. En vrai, c'est pas à moi de déterminer en fait ce qu'il va faire ou pas, en tant que consultant. Naturellement. Pour le public, vous voyez ce dessin qui est en train d'évoluer derrière nous. On n'avait pas prévu la discussion en amont, c'est qu'on a un graphiste avec nous qui synthétise notre discussion, pour aussi avoir un rapport visuel à cet échange. Donc ce que je comprends, c'est que ce qu'on peut garder comme point fort, en fait, c'est qu'il faut se professionnaliser davantage, être dans le service client et l'accompagnement client, et finalement se concentrer plus que jamais sur le cœur de métier, parce que c'est là-dessus qu'on se différencie. Mais c'est deux activités différentes. Encore une fois, il y a d'un côté des commerçants multiproduits, multiservices, et qui ont effectivement des spécialisations que d'autres n'ont pas. Et concernant les magasins de vapotage, ce sont des boutiques spécialisées dans les produits du vapotage. Et donc, en mon sens, alors effectivement, le service que Johan décrit, faire un petit peu de relais colis, j'ai envie de dire, ça mange pas de pain. Mais c'est économiquement, je pense, un mauvais signe. Quand un magasin passe beaucoup de temps à faire du relais colis, c'est que finalement, il n'a pas le flux de prospects ou de clients qui rentrent dans son magasin, et c'est malheureusement jamais bon signe. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Est-ce que c'est une problématique d'emplacement? Est-ce que c'est une problématique de choix? Est-ce que c'est une problématique de tarifs, de personnel, d'horaire, tout ce qu'on veut? Je pense encore une fois, et je me répète, j'en suis désolé, qu'un magasin de vapotage doit se spécialiser dans le vapotage. Je pense que c'est convaincre justement les pouvoirs publics et les consommateurs et les 12 millions de fumeurs aujourd'hui en France d'aller dans le savoir-être et le savoir-faire pour nos professionnels et justement les convaincre et les fidéliser. Je vous remercie. Dernier mot, c'est que la diversification fait partie de notre transformation. Donc pour nous, faire relais colis, aller être un acteur de la vape, c'est notre diversification et c'est aussi notre force. Donc on ne va pas s'en empêcher. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Pour notre public, évidemment, si vous souhaitez encore échanger, nous sommes à disposition. Donc c'était Philippe Alloz, président de la Chambre syndicale des buralistes Île-de-France, Johan Bernard, consultant auprès de la Confédération des buralistes, Didier Gonin de LGF Formation, donc buraliste et vape shop, et puis Rémi Baert de Cumulus.